Meeting to order. Welcome to Bienvenue à cette réunion 15 du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration de la Chambre des communes. La réunion d'aujourd'hui se déroule sous forme hybride. J'aimerais faire quelques commentaires dans l'intérêt des témoins et des députés. Plusieurs personnes se joindront à nous par vidéoconférence, y compris l'un des membres du comité, Madame Saïd. Bienvenue. Pour vous qui êtes sur Zoom, cliquez sur l'icône du microphone pour activer celui-ci et veuillez vous mettre en sourdine lorsque vous n'avez pas la parole. Pour ce qui est de ceux qui sont sur Zoom, en bas d'écran, vous pouvez choisir le canal de votre choix, le parquet, l'anglais ou le français. Pour ceux et celles qui sont dans la pièce, nous vous encourageons à utiliser l'écouteur et choisir le canal de votre choix, soit l'anglais, soit le français. Question de s'assurer que nous puissions respecter le temps imparti. Je vous préviens lorsque il ne vous reste qu'une minute et je vous préviendrai lorsque votre temps est écoulé et le micro sera alors éteint. Je vous demande d'attendre que je vous accorde la parole avant de prendre la parole. Je vous rappelle de ne pas parler en même temps car cela complique la tâche aux interprètes et rend leur travail difficile. Veuillez vous assurer que toutes les observations passent par la présidence et vous souhaitez prendre la parole, veuillez lever la main. Le greffier du comité et moi-même ferons de notre mieux pour maintenir l'ordre de parole. Merci de votre collaboration. Bienvenue. Pursuant to Conformément à l'article 108.2 du règlement de la motion adoptée le 16 septembre dernier, le comité reprend son étude sur le système d'immigration canadien. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à nos témoins du premier panel. À titre personnel, Margaretha Dovgal, analyste des politiques publiques, Monsieur Alan Ralph Bassa, défenseur de la réforme des politiques pour les aidants et fondateurs, et fait partie de Canadian Caregivers Assistance Organization et de Toronto Global en ligne, Daniel Hengeveld, vice-président attraction des investissements par vidéoconférence. Bienvenue à tous et toutes. Chacun de vous aura 5 minutes pour sa déclaration d'ouverture, après quoi nous passerons aux questions. Nous allons commencer par Madame Dovgal, 5 minutes. Est-ce que vous m'entendez? Bon après-midi, Madame la Présidente. C'est un plaisir pour moi d'être des vôtres. Bien que je sois en mesure d'offrir un point de vue sur le système d'immigration canadien en tant qu'employeur et analyste politique dans le domaine des ressources naturelles, il existe de nombreux points de vue autres qui soulignent l'importance d'une immigration adéquate pour l'économie canadienne. Aujourd'hui, je m'exprime à titre personnel afin d'aborder les dimensions culturelles et sociales qui doivent être prises en compte dans la conception et la mise en œuvre des politiques d'immigration canadiennes. Le succès du système d'immigration canadien doit être défini par les besoins et les exigences des Canadiens et des Canadiennes. Il doit être juste et équitable pour ceux et celles qui cherchent à venir au Canada pour une vie meilleure, que ce soit pour un court séjour ou pour le reste de leur vie. Et surtout, il doit favoriser un tissu social hautement fiable et une identité nationale cohésive. L'unité parfaite n'est pas envisageable dans une société diversifiée et pluraliste, mais nous ne pouvons pas laisser le parfait être l'être ennemi du bien. L'immigration ne s'imite pas à la composition d'une fraction de notre marché de travail. À une époque où les taux de natalité sont bien inférieurs au seuil de rendement, 1,25 enfants par femme, les choix que nous faisons quant aux personnes que nous attirons et la manière dont nous les accueillons déterminent essentiellement la composition sociale et démocratique future de notre société. Il n'existe pas de démarche neutre sur le plan des valeurs dans ce domaine. Et toute approche qui prône une telle neutralité revient à céder aux valeurs de ceux et celles qui parviennent le plus efficacement à naviguer le système. La démarche neutre sur le plan des valeurs n'a pas réussi à gagner la confiance du public, à garantir l'équité administrative pour les nouveaux arrivants et à promouvoir une vision culturellement éclairée dans la croissance démographique. Elle a également permis à ceux qui ne respectent pas les lois ou les valeurs canadiennes d'agir en toute impunité, exploitant ainsi notre système d'immigration. Selon un sondage réalisé le mois dernier par Abacus, une pluralité des Canadiens ont une opinion plutôt ou très négative de l'immigration. Seul un quart en ont une opinion positive. Les autres ont une opinion neutre. Tout au long de cette étude, vous avez entendu de nombreux témoignages sur la manière dont les programmes d'immigration ont été truqués. Le flux parallèle effréné qui a émergé ces dernières années via les établissements d'enseignement supérieur en est un exemple vivant à Vancouver. Beaucoup de mes amis... Madam Chair, I'm sorry to interrupt. I would like our interpreter friend
to make it to the end of the meeting, and she's going to run out of oxygen if our guests don't speak a little more slowly. Oui, c'est vrai, Madame Dovgard. Même en anglais, vous parlez très rapidement. Au fin de l'interprétation, je demanderai de ralentir, s'il vous plaît. Merci de me l'avoir signalé. Alors, tout cela a une incidence négative sur les Canadiens et les membres, ceux qui respectent la loi et qui doivent tenir compte de régimes inacceptables, tels que de faux mariages pour rester au pays, en prétextant que d'autres en font autant. Ce ne sont pas tous les Canadiens qui ne sont pas naïfs, ils le voient aussi, ce qui contribue à réduire encore davantage la confiance dans l'immigration. Je soutiens les principes que le député Garner entend faire valoir dans les amendements au projet de loi C-12, en particulier les efforts visant à garantir que les criminels soient tenus responsables de leurs crimes, ce qui est un aspect crucial pour assurer le bon fonctionnement des systèmes. J'aimerais également aborder des questions plus générales. Au lieu de vous présenter davantage de statistiques ou de faits, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. En 2017, je déménageais d'Ottawa à Vancouver. Mon camion de déménagement, qui contenait la plupart de mes biens personnels, a été volé dans la région du Grand Toronto. Et, au contraire de bien d'autres cas, dans mon cas, ça a été retrouvé à Brampton. J'ai récupéré mes photos de famille et les cendres de ma mère. Toutes les victimes de crimes n'ont pas cette chance. La police de Peel a porté des accusations pour plusieurs crimes liés au vent, notamment la fraude par chèque et la possession de biens volés. Il s'agissait d'un réseau de malfaiteurs dont la plupart, selon la police, étaient des ressortissants étrangers. L'un d'entre eux a apparemment été expulsé pour d'autres infractions avant la date du procès. Un autre était en fuite et sans domicile fixe. Lorsque j'ai eu des nouvelles de la police qui m'a informé qu'elle demanderait également son expulsion s'il refaisait surface. La police m'a alors expliqué que ce genre de situation était relativement courant et que le Canada était en fait une cible de choix pour les criminels transnationaux, qu'il s'agisse de petits délits ou de trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains. Ajoutez à cela le fait que nous ne faisons rien pour éviter l'importation de tensions sectaires. Et il est clair que l'approche neutre en matière d'immigration ne sert plus les intérêts des Canadiens et des Canadiennes. Ma propre mésaventure a brisé mon sentiment de sécurité et ma confiance dans le fait que le Canada est un pays relativement sûr. La réalité est qu'en tant que pays, nous avons consciemment... Il ne vous reste qu'une minute, madame. Et si vous n'avez pas terminé, ne vous en faites pas. Vous aurez l'occasion de répondre aux questions. Merci beaucoup. Pour tout dire, nous avons choisi de promouvoir une vision naïve et idéaliste de l'immigration qui suppose que tous les nouveaux arrivants sont des boy scouts, que les défaillances du système ne sont que des problèmes de coordination des ressources et que tout le monde arrive ici avec une ardoise vierge, avec exactement les mêmes opinions neutres sur tous les autres habitants de ce pays que notre programme système d'immigration semble avoir sur les nouveaux arrivants eux-mêmes. Sous la pression publique, le gouvernement fédéral examine sérieusement les chiffres et les voies d'immigration. C'est un travail important. J'encourage le comité à examiner également sérieusement si la conception actuelle du programme favorise la sécurité publique et la cohésion sociale et dans le cas contraire, ce qui ne peut être fait pour l'améliorer. Merci beaucoup, Madame Dovgard. Et maintenant, Monsieur Bassa, vous avez 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, je voudrais vous dire combien j'apprécie cette occasion de participer à la discussion. Et en tant que témoin devant cette auguste assemblée, je suis chargée de traiter le sujet des niveaux d'immigration. Cependant, je pense qu'il est impossible de parler de manière significative des niveaux sans tenir compte également du processus d'immigration. Les deux sont indissociables et les aborder ensemble renforcera les positions que je présente aujourd'hui. L'un des changements les plus importants du plan des niveaux d'immigration 2025-27 est la réduction des objectifs globaux en matière d'immigration. Le dièse In Canada Focus souligne l'intention du gouvernement de donner la priorité aux immigrants qui travaillent déjà au Canada avec un permis temporaire en leur offrant des voies plus claires vers la résidence permanente. Mais cela soulève une question cruciale. Devrions-nous réduire les niveaux d'immigration ou devrions-nous plutôt corriger le système lui-même? Permettez-moi d'illustrer cela avec le cas des aidants familiaux. Les aidants familiaux jouent un rôle unique et essentiel dans la société canadienne. Pourtant, dans le cadre du programme pilote d'immigration des aidants familiaux, le plafond est fixé à seulement 2 750 demandes pour la garde d'enfants et l'aide à domicile. En septembre 2025, 34 400 demandes avaient été déposées dans le cadre de tous les programmes destinés aux aidants familiaux. De janvier à septembre, Immigration Réfugiés Canada n'a traité que 4 200 demandes. Avec un taux de traitement de seulement 14 %, ils ne traiteront que 4 816 demandes supplémentaires cette année. En parallèle, le plafond du programme pilote d'immigration des aides à domicile reste fixé à 5 500 demandes au total. Avec une capacité de traitement aussi limitée, des milliers de demandes d'aide familiaux au Canada restent en suspens.
Ce plan a des répercussions négatives sur les aidants familiaux, non seulement en raison du faible plafond, mais aussi parce que les besoins du Canada en matière d'aidants familiaux continuent d'augmenter. Les niveaux d'immigration restrictifs et la lenteur du traitement des demandes exacerbent les problèmes existants. De nombreux aidants familiaux sont contraints de rester auprès d'employeurs abusifs et de subir l'exploitation simplement parce que leur statut est lié à leur emploi. Le retard accumulé est énorme et la fenêtre d'opportunité étroite aggrave la situation. Les aidants familiaux ne sont pas seulement des travailleurs ou des travailleuses. Ils sont la colonne vertébrale du système de soutien social du Canada, permettant au gouvernement d'économiser des milliards en services sociaux. Ils permettent aux familles de s'épanouir, aux parents de participer pleinement au marché du travail et aux personnes âgées de vivre dans la dignité. Leur contribution renforce à la fois l'économie et le tissu social du Canada. Je soutiens que la limite d'immigration et le plafond imposé aux aidants familiaux font beaucoup trop bas. Et je dis ça pour plusieurs raisons. L'impact humain. Les aidants familiaux endurent des années de séparation familiale, d'exploitation et d'abus en raison des voies limitées d'accès à la résidence permanente. Besoin du marché du travail. Le Canada est confronté à des pénuries persistantes. De nombreux aidants familiaux sont des professionnels qualifiés dont l'éducation et l'expertise pourraient profiter à notre économie s'ils avaient la possibilité de passer à la résidence permanente. Alignement des politiques. L'augmentation des niveaux d'immigration pour les aidants familiaux s'aligne sur la priorité déclarée du gouvernement de faire passer les travailleurs étrangers temporaires compétents déjà présents au Canada à la résidence permanente. Défi systémique. Le faible plafond crée un goulot d'étranglement. Les aidants perdent leur statut, sont confrontés à des difficultés financières et les employeurs sont soumis à des exigences coûteuses en matière de IMT. Les délais de traitement font que l'obtention de la résidence permanente ressemble à un parcours du combattant. Il convient de noter que le plan d'immigration du Canada pour 2025 met l'accent sur deux éléments clés. L'accent sur le Canada, le regroupement familial. S'il y a un groupe de travailleurs, de travailleuses qui méritent une répartition équitable dans le cadre de ces priorités, c'est bien celui des aidants familiaux. Ceux et celles qui sont au Canada depuis le plus longtemps, qui ont énormément contribué à notre société et à notre économie, mais qui restent prisonniers d'un rêve insaisissable, celui de la résidence permanente. Leur séparation familiale prolongée sape le palier même de notre système d'immigration, le regroupement familial. Comme nous le rappelle le dicton juridique, justice différée et justice refusée. Chers collègues, en augmentant les niveaux d'immigration pour les aidants familiaux et en améliorant la capacité opérationnelle et les délais de traitement, nous pouvons évoluer vers un système d'immigration qui soit non seulement équitable et humain, mais aussi efficace pour répondre aux besoins du Canada en matière de main-d'œuvre et de développement. Il ne s'agit pas de chiffres, il s'agit de personnes, il s'agit d'équité et il s'agit de bâtir un Canada qui valorise véritablement les contributions de ceux et celles qui prennent soin de nos enfants, de nos aînés et de nos plus vulnérables. Je demande donc respectueusement que le resserrement des niveaux d'immigration soit reconsidéré. Le Canada ne peut se permettre de perdre ses talents et ses compétences, surtout face aux défis économiques et commerciaux constants. Au contraire, nous avons besoin d'une main-d'œuvre forte et fiable. En soutenant les aidants familiaux, nous assurons non seulement la sécurité de notre marché du travail, mais aussi la force même de notre économie et de notre société. Merci beaucoup, Monsieur Bassa. Et maintenant, Monsieur Hengeveld, 5 minutes. Merci, Madame la Présidente, Vice-président, honorablement. C'est un privilège pour moi que d'être des vôtres aujourd'hui. Mes remarques portent sur un aspect particulier du système d'immigration canadien, les voies d'immigration pour les gens d'affaires qui permettent aux travailleurs qualifiés, aux fondateurs et aux cadres supérieurs de créer des emplois et des entreprises ici. Toronto Global est l'agence d'investissement étranger direct de la région du Grand Toronto, capitale commerciale et financière du Canada, qui génère près de 20 du PIB national. Nous sommes un organisme à but non lucratif financé par les 3 ordres de gouvernement et notre mission est d'attirer des entreprises internationales afin qu'elles s'établissent et se développent ici. Et ce faisant, elles créent des emplois de qualité, diversifient nos marchés et accroissent sa prospérité. Nous aidons les entreprises à s'implanter dans la région du Grand Toronto en leur présentant les atouts de la région et en les conseillant sur les sites, les données, la réglementation et les partenaires, souvent en concurrence directe avec d'autres juridictions. Nous n'offrons pas d'incitation financière dans le cadre de notre travail. Lorsqu'une entreprise choisit la région de Toronto, c'est rarement parce que nous ne dépensons plus que nos concurrents, mais plutôt parce que nous avons présenté une proposition de valeur solide sur les avantages fondamentaux de la région du Grand Toronto et du Canada en général. Elles viennent pour nos talents et la certitude que leurs employés peuvent y mener une vie stable. La politique d'immigration peut être un avantage concurrentiel clé qui encourage les entreprises à choisir le Canada. Depuis sa création, Toronto Global a aidé plus de
320 entreprises à s'implanter dans la région de Toronto, créant ainsi plus de 37 000 emplois dans des secteurs tels que la fabrication de pointe, les sciences de vie, les technologies propres et l'intelligence artificielle. Ces entreprises dépendent des travailleurs canadiens et des programmes d'immigration d'affaires qui leur permettent de recruter les talents internationaux spécialisés dont elles ont besoin pour démarrer leurs activités. Chaque semaine, notre équipe s'entretient avec des entreprises internationales qui comparent le Canada à d'autres pays où les cadres supérieurs peuvent être mutés rapidement et où les voies d'accès au statut permanent sont claires. De plus en plus, ces entreprises nous font part de leurs préoccupations et nous demandent de les transmettre aux décideurs politiques. Je suis ici aujourd'hui principalement pour servir de messager à ces clients. 3 thèmes reviennent régulièrement. Premièrement, les entreprises s'inquiètent de la prévisibilité à des moments clés de la transition. Le renouvellement des permis de travail, le passage du statut de personne transférée à l'intérieur de l'entreprise à celui de résident permanent et les dernières étapes vers la citoyenneté. Les clients comprennent que les contrôles de sécurité et d'intégrité sont essentiels. Ce qu'ils trouvent difficile, c'est l'incertitude. Les dossiers restent en examen prolongé sans calendrier ni communication claire. Il est donc difficile pour les cadres supérieurs de planifier la prochaine phase de croissance de leurs activités au Canada. De plus, ceux et celles qui ont déménagé leur famille ici sentent qu'ils sont dans le noir. En ce qui concerne des questions telles que la scolarité et le logement pour une personne responsable d'une équipe canadienne, cette incertitude devient à la fois un risque commercial et une source de stress personnel. Deuxièmement, nos clients soulignent l'expérience des travailleurs-travailleuses qui sont déjà ici, occupent des postes permanents, paient des impôts et construisent leur vie dans nos collectivités. Beaucoup nous disent que le maintien de ces travailleurs-travailleuses devrait être au moins aussi prioritaire que l'arrivée de nouveaux travailleurs-travailleuses. Ils voient une forte logique économique dans la création d'un parcours plus clair entre le statut temporaire et la résidence permanente pour les personnes qui ont déjà démontré leur engagement envers le Canada et par un emploi stable, un salaire admissible, des compétences recherchées, un casier judiciaire vierge et des antécédents fiscaux irréprochables. Troisièmement, le système de sélection actuel basé sur des points qui favorise de manière tout à fait raisonnable les candidats plus jeunes peut avoir des conséquences imprévues pour les talents seniors. Les fondateurs, les cadres supérieurs, les spécialistes hautement expérimentés, âgés de 40 à 50 ans, peuvent avoir étonnamment du mal à obtenir le statut de résident permanent, même lorsqu'ils dirigent des investissements importants. Pour les entreprises qui décident de l'emplacement de leur siège social ou de leurs mandats mondiaux, la capacité à garantir un avenir à long terme au Canada pour ce niveau de direction est souvent déterminante. Certains clients ont suggéré des améliorations relativement ciblées. Il s'agit notamment d'une communication plus claire lorsque les demandes font l'objet de vérifications complexes en matière de sécurité ou d'antécédents, de normes de services réalistes et respectés et d'outils ou de filières décidées aux hauts dirigeants dont les rôles sont essentiels aux investissements majeurs tout en maintenant un contrôle rigoureux. Je tiens à souligner que malgré ces préoccupations, le Canada et la région du Grand Toronto restent très attrayants pour nos clients. Ils apprécient notre stabilité, nos institutions, nos universités et nos communautés. Leur message n'est pas que le système est défaillant, mais que l'amélioration de la prévisibilité et de la transparence des voies d'immigration des gens d'affaires renforcerait l'un des principaux avantages du Canada sur un marché mondial hautement concurrentiel pour les capitaux et les talents. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de partager ces points de vue et je me réjouis de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Hengeveld. Vous avez respecté les 5 minutes, à quelques minutes près. Maintenant, nous allons commencer par la toute première ronde de questions. Et pour nos témoins, sachez que c'est 6 minutes au total. Je vous demande d'être aussi bref que possible. Ne parlez pas trop rapidement, de préférence. Et à mes collègues, je dirais, soyez posez des questions pointues, s'il vous plaît. Les premières 6 minutes, Monsieur Redicott. Merci, Madame la Présidente. Merci aux témoins d'être des nôtres aujourd'hui. Madame Duggal, j'ai lu l'article que vous avez publié sur notre culture nationale et bon, sous ce gouvernement libéral, on a vu des chiffres records en matière d'immigration et là, je ne rencontre pas dans le sujet du logement. Mais pensez-vous que cette approche donc d'immigration en masse sans avoir un cadre approprié a contribué aux problèmes que l'on voit dans notre pays? Réponse, oui, en effet, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Et l'interprète signale que la témoin est très loin du micro. Je travaille aussi sur la question des logements. À Vancouver, on a pu voir que les prix du logement ont grandement augmenté. Madame Duggal, un instant, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez parler clairement, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez ralentir un petit peu, s'il vous plaît? Microphone, thank you. Et vous rapprocher du micro aussi, merci. Merci.
Oui, en effet, on a vu ce phénomène-là que vous nous décrivez. Et oui, une dégradation de notre culture. Beaucoup de jeunes sont stressés face à l'avenir, quant à leur avenir. Pourquoi? Parce que oui, les données démographiques ont grandement changé et on n'a pas fait le travail nécessaire pour nous assurer que l'infrastructure soit en place pour souhaiter la bienvenue à ces personnes, à ces nouveaux arrivants. Donc, pensez-vous que cette génération donc manque d'emploi et on n'a pas réussi donc à faire en sorte que qu'ils et elles avaient d'abord ces emplois avant de faire rentrer des gens au pays? Oui, oui, il y a quand même une concurrence qui entre au pays, qui arrive donc directement de l'immigration. Lorsque l'on entend que certains travailleurs canadiens ne peuvent ou ne veulent pas faire ne veulent pas certains emplois, l'immigration, oui, c'est une solution, mais je crois qu'on a un peu trop forcé là-dessus, insisté là-dessus, et puis les Canadiens donc en ressentent les effets. C'est pour ça que le public, ces dernières années, est contre cette immigration. Les conservateurs, en fait, veulent que l'immigration soit directement liée avec notre capacité d'accueil en matière de logement, par exemple, au lieu de choisir des chiffres arbitraires. Est-ce que vous seriez en soutien donc de ce genre de politique au lieu de plutôt de mettre l'avant une idéologie? Oui, je soutiens une approche plus pragmatique en matière d'immigration et je pense qu'il ne faut pas qu'on se concentre uniquement sur l'économie. Il faut quand même qu'on étudie les dynamiques du système parce que là, on n'arrive pas à de bons résultats ou en tout cas aux résultats souhaités. Je crois que les Canadiens s'attendent à plus. Et d'ailleurs, c'était une raison pour laquelle mes parents sont venus ici au Canada. Ils voulaient être en sécurité, ils voulaient vivre au sein d'une société et de ce genre de société sécuritaire avec des emplois de disponibles. D'accord, donc vous aimeriez voir quel genre de choses exactement pour que l'on puisse améliorer cette question culturelle? Oui, ben, ce que vous nous avez dit plus tôt, en fait, illustre l'approche que l'on a adoptée. Bon, ça va au-delà du mandat de ce comité, mais lorsque vous avez défini ce que ça veut dire d'être Canadien, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Canadiens qui sont venus d'autres pays, qui ont des origines diverses et variées, mais on ne peut pas non plus être dégoûté ou même honteux de notre passé. Et en fait, on a des personnes qui arrivent ici au pays et qui ne comprennent pas forcément la culture ou les valeurs qu'ils et elles doivent adopter. Donc, par rapport à l'immigration, cependant, je serais en faveur d'un cadre où on respecte les règles. On a des personnes qui arrivent qui ne respectent pas la loi. Il y a des fausses demandes d'effectuer. Et donc, il faut quand même un système fondé sur des principes bien précis et qui reflètent la culture canadienne. D'accord, donc je vais paraphraser un petit peu ce que vous venez de nous dire. On devrait être plus strict avec les règles, suivre les normes culturelles, les lois. Et par rapport aux lois, si vous ne les respectez pas, si vous enfreignez la loi, eh bien, vous ne devriez pas avoir le droit de rester au pays. Oui, il faut que le système, les lois soient transparentes et claires. Bon. Par rapport à la question culturelle maintenant, vous avez parlé de l'ancien Premier ministre Trudeau. À quel point est-il important de faire en sorte que les nouveaux arrivants puissent intégrer le pays, le Canada? Bon, la culture, c'est une chose, c'est une réalité, ça ne devrait pas non plus être un but. En fait, les personnes qui sont arrivées ces dernières décennies, bon, à l'époque, c'était quoi, des Anglais, des Français, il y avait des personnes autochtones qui habitaient déjà ici. Et la manière dont le Canada a évolué, c'était au sein d'un système post-national. C'est une réalité que l'on doit accepter, mais il faut créer aussi un espace pour que l'on ait des conversations importantes. Qu'est-ce que ça veut dire d'être Canadien
en 2025. Merci. Maintenant, Madame Salma Zaïd, vous avez 6 minutes. Merci, Madame la Présidente. Merci à tous les témoins. Monsieur Bassa, ma question s'adresse à vous. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer à plusieurs reprises et j'aimerais vous remercier pour votre travail, le travail que vous faites pour les aidants, les aides-soignants et aides-soignantes. Ils font un travail très important pour nos familles. Ce sont des travailleurs formés. Dans le budget 2025, notre nouveau gouvernement a reconnu la valeur des préposés aux soins grâce à un nouveau crédit d'impôt. Donc, ces travailleurs recevront de l'argent chaque année. Avant de passer à ma question, je dois dire que le gouvernement a dit qu'il voulait passer de projets pilotes temporaires à un programme en matière d'immigration plus permanent. Quels devraient être les piliers de ce programme? Je parle là des chiffres d'admissibilité, les critères d'admissibilité, pour que le Canada puisse répondre aux besoins en matière de soutien, de préposés aux soins. Comment est-ce que l'on pourrait traiter ces travailleurs avec respect? Merci pour votre question. Premièrement, j'aimerais vous remercier. Je vous remercie pour tous les moments où vous nous avez écoutés, vous avez amplifié nos voix aussi. Merci de nous avoir suivis pendant toutes ces années, chers députés. Les critères d'admissibilité pour que les travailleurs ou les aides-soignants puissent devenir résidents permanents, c'est une lutte que nous menons depuis des années. La catégorie du travailleur donc fait partie de ce calcul et je dois dire de manière générale, les critères d'admissibilité n'ont pas toujours été les mêmes. Le rêve qu'a ce travailleur de devenir résident permanent, je dois dire, reste un rêve parce qu'il y a des problèmes systémiques qui existent au sein de notre système qui les empêchent de devenir résidents permanents. Et donc, ça a créé un énorme arriéré. Et cela veut dire que les niveaux d'immigration sont très faibles. Je crois que c'est 0,2% du niveau national que représentent ces travailleurs. Et cela touche directement la demande aussi qu'ont les Canadiens vis-à-vis de ces travailleurs. La demande est bel et bien là. Vous savez, ces travailleurs ne comptent pas vraiment sur le soutien du gouvernement et elles sont là pour travailler. Ils y arrivent, mais le seul problème, c'est que, en fait, il y a très peu de places disponibles au sein de ces niveaux d'immigration. Donc, pour ces travailleurs, ces préposés aux soins, 34 000, voilà l'arriéré qui existait en 2025, qui existe en 2025. Le gouvernement a établi une limite, à savoir seulement 14% seront aidés cette année. Donc, 4 816 travailleurs exactement. Ces postes ont déjà été pourvus ou ces places. En mars dernier, ce chiffre était de 5 500 grâce au programme pilote, et seulement 600 d'entre eux et elles auront peut-être une
un permis, mais ensuite 4 900 donc joindront les autres dans l'arriéré. Et je parle là de travailleurs qui ont dû subir des violences de la part de leurs employeurs parce qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent rester dans ces emplois-là. Et le fait qu'on ne les aide pas, même pas un petit peu, en augmentant donc ce nombre ou ce chiffre, eh bien, voudra dire que ces travailleurs feront face à des problèmes financiers, même si c'est l'employeur qui doit payer pour l'EIMT, eh bien, en fait, ce coût va être absorbé par le travailleur. Un travailleur qui continue à garder espoir, en plus des problèmes auxquels ils font face liés à leur permis de travail. Donc voilà ce qui se passe sur le terrain. Merci, Monsieur Bessa. Merci, Madame Zaïd. Voilà, 6 minutes écoulées. Monsieur Simard. Merci beaucoup. Juste vous rappeler, le D est muet, Simard. Simarde, en français, c'est pas... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je sais. Madame Dovgal, je vais vous laisser 2 secondes peut-être pour mettre l'oreillette, si vous voulez. Vous m'entendez bien? Voilà, excellent. J'ai bien apprécié votre déclaration liminaire, le fait que vous soyez revenu d'une façon claire et concise sur la question de l'intégration. Et je vais vous parler dans une perspective qui est purement québécoise. Donc, de soulever des questionnements sur l'immigration crée souvent, en particulier pour le Québec, un tort réputationnel épouvantable. Parce que dès qu'on parle d'intégration des migrants, de limitation du seuil de demandeurs d'asile, on est taxé d'être raciste ou d'avoir de la difficulté avec la différence. Ce qui n'est pas nécessairement le cas parce qu'il faut regarder the big picture, il faut regarder l'ensemble de la problématique. Le Québec a reçu plus que sa part de demandeurs d'asile. Il y a eu la période de Roxham. Ensuite, il y a eu ce que malheureusement a fait M. Trudeau en appelant des migrants à se rendre au Québec, à se rendre au Canada, ce qui a créé une pression sur les services publics, il faut pas se le cacher, et ce qui a créé une situation qui était intenable. Donc ça, d'une part, il faut adresser cette question-là. Il faut surtout faire de l'éducation, pas seulement de l'éducation populaire, mais même auprès des élus, pour ne pas faire de l'immigration une question idéologique, ce qui est très tendancieux et très pernicieux, et on vit ça présentement, donc il faut faire ce travail-là. Mais d'autre part, il y a un autre travail à faire sur l'intégration. Et j'ai bien aimé votre présentation puisque vous sembliez insister là-dessus. Il y a un problème d'intégration à partir du moment où il y a des gens qui viennent ici et qui, malheureusement, ne veulent pas vivre avec les autres. Ça arrive, c'est malheureux, mais ça arrive. Et ça prend un socle identitaire quand même assez fort. Et là, il y a une distinction à faire entre, d'une part, l'identité québécoise, où il y a une identité nationale qui est très, très forte. Et vous avez parlé tout à l'heure de post-nationalisme. Moi, quand j'entendais M. Trudeau dire ça, je me demandais s'il comprenait ce que ça veut dire. Hein. L'identité post-nationale, c'est un truc qui est initialement utilisé par les Allemands. Et on comprend pourquoi ils veulent passer à une identité post-nationale avec leur passé. On comprend tout à fait ça. Mais de dire qu'au Canada, on est dans un régime d'identité post-nationale, c'est complètement farfelu parce qu'il y a des nations autochtones, il y a la nation québécoise, donc il y a des cultures particulières auxquelles il faut s'intégrer. Puis je suis content que vous ayez souligné ça. Donc, j'aimerais vous entendre sur la cohésion sociale qui va être nécessaire dans l'intégration des migrants. Donc, peut-être développer cet aspect-là. Pour moi, ce serait fort intéressant. Ouais, voilà. Thank you so much, Mr. Simard, for that. Merci beaucoup, Monsieur Simard, pour votre question. Il est intéressant que vous parliez justement de l'Allemagne parce que par rapport au Canada, même si on a certaines choses en commun, je dirais que le Canada a priorisé l'intégration
au sein de ces politiques d'immigration. Nous sommes un des pays qui est souvent d'ailleurs applaudi pour l'accueil des personnes qui fuient la guerre et toutes sortes de difficultés. On fait en sorte de les faire participer au sein de notre économie, mais la manière dont on le fait, en fait, c'est en créant des classes d'immigration linguistique. En Allemagne, par exemple, vous devez parler allemand si vous voulez émigrer là-bas. Et ici, surtout à l'ouest du pays, eh bien, souvent, on ne parle pas de l'exemple québécois. Mais je sais que le Québec, par contre, fait cela. Vous créez des occasions pour ces nouveaux arrivants de se sentir canadiens et canadiennes. Moi, je me souviens à la maternelle, lorsque ma mère est arrivée ici, elle n'a pas vraiment appris à parler anglais. Et donc, c'est vrai, l'intégration linguistique peut avoir de grosses conséquences. Elle ne s'est jamais sentie d'ailleurs canadienne, ma mère, parce qu'elle n'a pas appris la langue. Et c'est comme ça qu'on peut faire en sorte que l'on intègre ces groupes. Une minute. C'est symptomatique d'autre chose. Vous savez, au Québec, contrairement dans le reste du Canada, où on a un modèle d'intégration qui est multiculturel, où on dit qu'il n'y a aucune culture qui est au-dessus des autres, et puis une vision un peu idyllique, au Québec, le modèle d'intégration qu'on appelle l'interculturalisme suppose un socle. Et ce socle-là vient dire aux gens, ben, au Québec, ça se passe en français, c'est un État laïque, l'égalité des hommes et des femmes est non questionnable. Donc, ce sont des valeurs communes qu'on met de l'avant. Et j'ai l'impression qu'au Canada, présentement, on n'est pas en mesure de faire ça, que ce soit uniquement sur la langue. C'est impensable qu'une personne s'installe dans un pays sans être en mesure de parler l'une des deux langues officielles. Donc, je comprends par l'expérience de votre mère que peut-être que ça touche une corde sensible chez vous, mais il y a à développer effectivement des politiques d'intégration beaucoup plus costaudes, je crois, au Canada. Donc, j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus. Merci, M. Simard. Merci, Ms. Dovgal. Vous pourrez répondre par écrit. Voilà. If you want to answer in 15 seconds. Si vous voulez répondre, vous pouvez le faire, mais en 15 secondes, s'il vous plaît. L'histoire canadienne n'a pas commencé avec la Charte des droits et des libertés, il ne faut pas l'oublier. Merci. Passons maintenant à notre deuxième tour de questions, donc un tour de 5 minutes. Monsieur Ma, vous allez commencer, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Vigal. Vous avez dit, dans un article, vous avez parlé de cette identité culturelle. Vous avez dit qu'il faut maintenir une certaine cohésion, une société multiethnique. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce qu'une cohésion nationale exactement? Et les niveaux d'immigration des 5-10 dernières années, comment est-ce que cela a affecté donc, cette cohésion nationale? Merci, je suis historienne. Je suis commentatrice en matière de politique. J'ai étudié les cultures et les religions orientales. Et donc, j'ai quand même étudié la question, voir comment est-ce qu'une société peut rester soudée. Et les changements que l'on voit, qu'on a pu voir au sein du XXIe siècle sont quand même assez remarquables. Le monde a énormément changé. Donc, je dirais que on devrait essayer de garder un certain niveau de confiance les uns entre les autres parce que les systèmes ne seront pas suffisants. Il faut que les gens puissent faire confiance à leurs voisins, par exemple. Pouvoir faire confiance au système, ça fait partie de la réponse. Et je dirais que le fait de ne pas avoir priorisé cela au sein de notre système d'immigration, eh bien, ça peut expliquer les tensions que l'on a pu voir dernièrement au pays. Et pourquoi, lorsque les immigrants viennent au pays, ne comprennent pas les règles, surtout que personne les fait respecter? On les entend tenter plus. Pour autant que je paye mes impôts, je ne dis pas que je suis d'accord, mais c'est ce que j'entends. Et les gens ne comprennent pas pourquoi nous pouvons simultanément
avoir grande confiance, mais aussi la conformité. Alors, la confiance est sous attaque. Merci pour ajouter à cela. Vous avez parlé de la culture et l'intégration au Canada. Eh bien, quelles seraient les exigences à l'égard des Néo-Canadiens pour ce qui est de devenir de pleins citoyens canadiens? Il faut d'abord respecter la loi, respecter que les gens sont issus de différents pays d'origine et que l'on ne saurait tolérer toute manifestation haineuse à l'égard de quelqu'un qui vient de l'extérieur. Cela crée des tensions et cela donne lieu à des divisions, de la dissension. Alors, il faut laisser ça au pays d'origine et c'est là l'attente. Et on devrait mettre l'accent là-dessus, certainement plus que ce n'est le cas. Pour ajouter à cela, quel serait le poids que vous accorderiez à les tests de citoyenneté et d'expression linguistique? Je vous dirais qu'à la lumière de mon expérience, on voit différents résultats socio-économiques pour les immigrants. J'ai travaillé à Statistique Canada il y a quelques années de cela. J'étais à la direction générale des recensements et j'ai pu instruire des dossiers où on regardait la base de données longitudinale. Donc, lorsque les immigrants arrivent au pays, eh bien, quels sont leurs résultats? Est-ce qu'ils sont hospitalisés? Est-ce qu'ils perdent la vie? Ou est-ce que leurs enfants sont instruits ici au pays? Tout cela m'est resté en tête et je crois que c'est important dans le contexte de notre conversation parce que si on impose certaines exigences à l'égard des Néo-Canadiens, il faut leur permettre de pouvoir en faire autant, d'obtenir l'éducation dont ils ont besoin pour accéder aux exigences linguistiques. Alors, que diriez-vous si on offrait la citoyenneté canadienne sans répondre à ces exigences que vous venez d'identifier? Que d'octroyer la citoyenneté canadienne sans tenir compte de questions telles que l'intégration, le cadrage linguistique, le cadrage culturel, voilà, qui est unique alors qu'il y a de nombreux migrants dans ce monde. Bien d'autres pays, tout comme le Canada, sont des pays où on veut se rendre, mais il n'y a pas de pays qui sont aussi laxes que le Canada pour ce qui est de faire respecter les normes nationales. Merci, Monsieur Ma. Monsieur Fragiscala, 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Merci à nos témoins. Ma question est destinée à Monsieur Henkfeld. Merci beaucoup, Monsieur, d'être des nôtres. Votre organisme fait du travail important sur le plan économique et ma question est liée. Au terme du gouvernement de Monsieur Carney, on est en train d'adopter certaines réformes et le gros de ces réformes, enfin, ont fait l'objet du budget 2025. Mais avec le Premier ministre, la politique d'immigration dans le passé doit continuer d'être une politique économique tout à la fois, alors que l'on assure une plus grande croissance économique. Je me demande, Monsieur, cela étant dit, pourriez-vous nous formuler une ou deux recommandations clés, à savoir ce que vous aimeriez voir dans la politique d'immigration qui donnerait lieu à une plus grande croissance économique? Je sais que vous avez témoigné devant le comité, mais c'est une belle occasion de pouvoir avoir cette conversation avec vous. Merci de votre question. Je reviendrai à ce que j'ai dit dans mes propos liminaires, à savoir l'immigration des gens d'affaires. C'est ce sur quoi je me prononce aujourd'hui. Nos clients comprennent bien qu'ils fonctionnent dans un milieu concurrentiel. C'est le cas de Toronto Global. Si une entreprise envisage prendre de l'expansion à l'étranger, il y a des risques, mais l'entreprise est en train d'évaluer les différents pays, c'est-à-dire l'accès au talent, ce qu'il coûte de faire affaire, la qualité de vie et la facilité d'accès aux capitaux. Voilà autant de facteurs qui font partie de la conversation et de la formule qui nous amène à prendre une décision. Pour ce qui est de votre question liée à la politique d'immigration, nous croyons que c'est un avantage concurrentiel pour le Canada. Les entreprises qui prennent ces décisions se disent, bon, comment, étant donné mon expansion à l'étranger, puis-je aller chercher des talents, de grands talents au Canada pour pouvoir rétablir l'entreprise, pour lui permettre d'avoir du succès. Et il y a quand même un avantage économique au travail et la politique d'immigration est importante pour ce qui est de recruter des Canadiens grâce à cette immigration. Pour répondre à votre question, nos recommandations seraient les suivantes. Il faut être clair, il faut être prévisible et il faut des communications ouvertes en matière de politique d'immigration.
Merci beaucoup. Il ne me reste que 2 minutes. Monsieur Bassa, j'ai une question pour vous. Bon, les aidants, c'est un avantage social, essentiellement. Mais il y a aussi une incidence économique, une certaine incidence négative lorsqu'on est à court d'aidants au pays. Pourriez-vous nous donner un petit aperçu de la situation au Canada en ce qui a trait aux aidants ou l'absence, la pénurie d'aidants et comment le système d'immigration a aidé, et plus important, comment pourrait aider à y remédier à l'avenir? J'ai des problèmes d'audition. J'espère avoir bien compris votre question. Ce que le gouvernement doit examiner de plus près, eh bien, c'est la singularité des emplois chez les aidants. C'est un travail qui se fait isolément. L'aidant est dans un ménage. Il n'y a pas de ressources humaines, il n'y a pas de syndicat. Et donc, l'aidant est vulnérable au mauvais traitement. Je crois que le gouvernement doit en tenir compte sérieusement parce que le métier d'aidant est en crise. Il y a des aidants qui vivent des pressions intenables dans leur foyer de travail. Alors, le gouvernement devrait établir un mécanisme qui se préoccupera de la vulnérabilité. Il ne me reste qu'une minute, monsieur. Désolé de vous couper la parole. Je ne veux rien enlever à ce que vous dites, mais quel est votre avis? Le système d'immigration, selon vous, est clé pour obtenir ce dont ont besoin les aidants au Canada. Pourriez-vous nous en dire un peu plus que le système d'immigration est capital pour que l'on attire davantage d'aidants au pays parce qu'on n'arrive pas à les trouver au pays. Ça ne porte pas fruit. Pourriez-vous répéter la question? Je n'ai que 15 secondes. Le système d'immigration, il est capital pour ce qui est d'obtenir des aidants. C'est ce que vous nous dites, qu'il faut continuer de compter sur le système d'immigration pour combler les lacunes, n'est-ce pas? Oui, absolument. Merci. Merci, Monsieur Bassa. Monsieur Fadjiskatos. Pour 2 minutes et demie. Merci beaucoup. Madame Dovgal, je veux revenir parce que je veux pas créer d'impair avec vous. Tout à l'heure, je vous ai parlé du post-nationalisme avec les Allemands. Je ne veux pas être académique, mais je veux juste vous expliquer mon point de vue parce que cette notion-là apparaît dans les années 60-70 par un philosophe qui s'appelle Jürgen Habermas. Et il veut développer pour les Allemands un patriotisme. Comment on peut le faire dans les années 60-70 chez les Allemands? On ne peut sûrement pas parler de nationalisme, parce qu'on sait ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre. Donc, la solution de Habermas, c'est de dire qu'il faut trouver un moyen où les gens issus de l'immigration vont donner leur assentiment à nos principes d'association politique, à notre Constitution. Donc, c'est de là que vient l'idée de post-nationaliste. Et malheureusement, ça a été repris par des politiciens ici, comme au Canada, de mauvaise façon, en disant on est un État post-national. Mais ce qu'on doit chercher à faire, selon moi, avec notre système d'immigration, c'est de développer un sentiment d'appartenance, de développer une histoire commune, de développer un terme qu'on utilise de façon un peu trop galvaudée, mais de développer un vivre ensemble. Et moi, personnellement, comme Québécois, je ne crois pas que c'est par le multiculturalisme qu'on va y arriver, ou ce qu'on essaie de faire, justement, c'est d'effacer cette histoire commune, d'effacer peut-être les relents historiques qu'on a dans le vivre ensemble. Donc, j'aimerais vous entendre sur cette intégration-là qui nous permet de développer un sentiment d'appartenance commun. Voilà. As Quebec shows us, being... Et que d'être une nation, ça ne veut pas dire se retrouver sur
Le chapiteau, un seul chapiteau. Bon, c'est difficile de l'établir lorsqu'un pays a vécu la période du post-nationalisme. Certains ont bénéficié d'une politique d'immigration qui a permis, par exemple, à ma famille d'émigrer depuis l'Europe de l'Est. Je suis très reconnaissante, mais je sais aussi qu'il incombe au leadership politique du jour de réfléchir au-delà du post-nationalisme et peut-être tirer des enseignements de nation telle la nation québécoise qui a jamais renoncé. Monsieur Simard et Ms. Dovgal. La prochaine, next we have Mr. Davies, and not Mr. Don Davies, but Mr. Davies, for 5 minutes. Thank you, Madam Chair. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Hengeveld, pourriez-vous me dessiner le profil des entreprises avec lesquelles vous vous entretenez, des entreprises qui envisagent venir s'établir au Canada? Pourriez-vous m'en dire un peu plus? Merci de votre question. Les entreprises avec lesquelles nous travaillons, eh bien, ce sont de petites entreprises qui sont sur la liste des Fortune 500. Nous travaillons avec des entreprises, que ce soit la fabrication, la technologie, ou même l'énergie. Donc, c'est toute une panoplie d'entreprises de partout dans le monde. Et les marchés auxquels vous faites allusion, je crois, eh bien, des États-Unis, en partie l'Europe, le Royaume-Uni et l'Allemagne en particulier, et la région Indo-Pacifique, l'Inde, le Japon et Taïwan, dans une certaine mesure. Alors, quel serait l'investissement moyen pour ces entreprises qui arrivent au pays? En termes d'emplois créés, entre 50, 80 personnes à la fois, parfois plus nombreux, parfois moins nombreux, mais c'est entre 5 à 25 millions de dollars d'investissement. Merci. Et ces dernières années, le système d'immigration, est-ce qu'il s'est effondré? Parce que la politique a été ouverte par opposition à ce que l'on a maintenant. Est-ce qu'il y a de nouvelles tendances qui se dégagent? Est-ce que vous avez vu une baisse dans le nombre d'entreprises qui s'intéressent au pays? Eh bien, ça marche dans les deux sens. Il y a le processus d'évaluation, que je l'ai dit plus tôt. Différents facteurs sont pris en compte par les entreprises, y compris l'immigration, et les changements et surtout les défis que pose la politique d'immigration. À ce moment-là, le Canada n'occupe peut-être pas le premier rang. Deuxièmement, il y a une incidence pour ces entreprises qui se sont établies ici au Canada, qui ont fait appel, par exemple, à des dirigeants de calibre et qui sont peut-être confrontés à pareils défis pour ce qui est de transformer le visa d'un an en résidence permanente et qui disent, étant donné ces défis, je ne sais pas si je peux assurer l'expansion de mon entreprise au Canada. Ainsi, il y a des problèmes. Il peut y avoir un ralentissement dans leurs prévisions de croissance, par exemple. Donc, pour enchaîner, vous dites que vous avez vu une différence en raison de l'incertitude entourant la résidence permanente. Oui, il y a de l'incertitude. Oui, c'est pris en compte dans le processus décisionnel. Et à votre avis, est-ce que cela s'est répercuté sur les investissements au pays? Est difficile de chiffrer la chose étant donné les nombreux facteurs dont il faut tenir compte. Mais je peux vous dire que les clients avec lesquels nous travaillons et c'est-à-dire qui sont confrontés à pareils défis, eh bien, trouvent que cela peut menacer leur croissance au pays et donc ralentissent leurs investissements. Et ces entreprises que vous représentez, que vous aidez à venir au Canada, en moyenne, est-ce que c'est une entreprise ou plus d'une entreprise qui veut avoir un statut ici au Canada? Si j'ai bien compris votre question? Habituellement, c'est un tout petit nombre pour l'entreprise qui prend de l'expansion au Canada, entre 1 ou 2 dirigeants principaux. Leur but, c'est d'amener l'expertise au Canada, prendre de l'expansion ici et aller chercher des Canadiens pour travailler pour l'entreprise. Très souvent, c'est temporaire tout cela, ou c'est 1, 2, 3, 5 ans, le temps que l'entreprise jette des racines. Une fois qu'on atteint un certain degré de confiance, à ce moment-là, on peut investir davantage.
Alors, ce que vous dites, c'est que la plupart des entreprises qui viennent s'installer ici, on parle d'entreprises d'envergure avec des actifs importants. Ils ne restent pas au Canada, pour tout dire, ils quittent. Pour être clair, certains dirigeants choisissent de rester ici, alors que d'autres décident de rentrer au pays d'origine. Tout dépend. Auriez-vous des données à l'appui? Je pense que je peux dire avec certitude environ un tiers des entreprises avec lesquelles on traite, Toronto Global, eh bien, je dirais qu'un tiers de ces entreprises, la nette majorité, envisage rester au pays ou envisage quitter le pays. Malheureusement, je n'ai pas de statistiques pour vous. Merci beaucoup, Monsieur Hengeveld. Monsieur Davies, merci. Madame Zaïd, 5 minutes. Et ce sera la dernière intervention. Enfin, les dernières 5 minutes, après quoi ce panel sera remercié. Merci, Madame la Présidente. Ma question est destinée à Monsieur Bassa. Monsieur Bassa, j'aimerais vous poser une question sur le statut des aidants. Ce sont des gens qui sont venus au Canada par la voie légale, qui contribuent à notre économie, paient des impôts et n'ont pas encore obtenu le statut parce qu'il y a des retards dans l'instruction de leur dossier ou encore parce qu'ils ne se font pas aux exigences linguistiques. Peut-être qu'il devrait y avoir un programme pour aider ces gens-là à atteindre un statut de citoyen. Et de quoi aurait l'air? Eh bien, je pense qu'il faut offrir de l'amnistie à ces aidants qui n'ont pas encore atteint le statut en raison de problèmes systémiques pour ce qui est de l'instruction de leur dossier, s'il y a du retard, par exemple. Alors, le gouvernement devrait s'attaquer à ce problème parce que le programme d'immigration et la tâche du gouvernement doit tenir compte de l'incidence de ces retards sur ces aidants qui essaient de s'établir ici au pays. Ces aidants ont passé beaucoup de temps à travailler légalement, ont satisfait à toutes les exigences, mais pour une raison ou une autre, et ça échappe à leur volonté, ils sont venus ici dans le respect de la loi. Ils ont respecté les règles du jeu. Et tout d'un coup, comme ça, parce qu'ils ne satisfont pas à une exigence, ils sont en difficulté parce qu'il y a des retards dans l'instruction de leur dossier, ce qui fait qu'ils perdent leur statut. Le gouvernement doit en tenir compte. Il faut être juste à l'égard de ces gens-là. Il faut que le système d'immigration soit juste. Le Canada est connu pour son système de justice. Alors, je crois que il faut examiner ça de plus près parce que ça s'est produit par le passé et ça semble se produire de nouveau. Quand quelqu'un fait une demande pour obtenir un aidant au terme du programme pilote et que le permis de travail est seulement d'1 an, eh bien, le temps que la personne reconnaît un accusé de réception, eh bien voilà, l'année s'est écoulée. Donc, il y a de nombreuses considérations dont il faut tenir compte. Le gouvernement devrait regarder ce qu'il en est des temps d'instruction qui sont très longs et en quoi cela compromet la situation de ces aidants. Merci. Monsieur Bassa. Ce programme pilote qui a été lancé en mars 2025, on a réduit les exigences linguistiques, on a donné un statut à ces aidants dès leur arrivée. Et ce que les aidants nous demandent depuis un moment, eh bien, pour ce qui est des aidants et leurs familles, quelle a été l'incidence positive que vous avez constatée, la plus positive que vous avez vue jusque-là? Le programme a, oui, en effet, réduit les exigences en matière d'admissibilité. C'est un impact positif, mais le système n'est pas fin prêt pour ce qui est de ce programme. Sa capacité d'instruire le grand nombre de demandes de citoyenneté. Et il y a aussi des problèmes systémiques tels que l'expiration du permis de travail avant même qu'on ait reçu le
ARO. Et il faut en tenir compte parce que cela a des conséquences. Ce programme a des conséquences sur les aidants. That upon the Lorsque la demande est octroyée par le gouvernement, eh bien, le travailleur devrait recevoir peut-être un permis temporaire en attendant, parce que le travailleur est dans les normes. Au lieu de perdre son statut, le travailleur pourrait avoir un permis en attendant sa résidence permanente, au lieu d'être éloigné de son emploi, sa famille, etc. Donc, il y a des problèmes techniques qui existent, qui doivent être adressés par le gouvernement. Le gouvernement doit reconnaître qu'ils ont des difficultés de traiter toutes ces demandes. Merci, Monsieur Bassa, pardon. Merci, Madame Zaïd. Merci pour vos. Madam Chair, Thank point you of for your order. remarks. Yes. Madame la Présidente, rappel au règlement. Monsieur Hennigal n'a dit qu'il n'avait pas les chiffres ou les statistiques. Est-ce qu'il pourrait peut-être déposer un rapport auprès de ce comité pour répondre à ma question, voir combien de personnes restent au Canada et combien quittent le pays? Est-ce que ça vous irait, Monsieur Hengeveld? Est-ce que vous pourriez envoyer ces données au comité? Oui, je vais voir si nous avons cette information et si c'est le cas, eh bien, je vous l'enverrai bien évidemment. Je ferai de mon mieux. D'accord, merci beaucoup. Merci à nouveau à tous les témoins, à vos contributions respectives. Nous allons lever la séance momentanément pendant 5 à 10 minutes pour pouvoir faire entrer notre prochain panel. Merci.